Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Véronique Triet-Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne à La République En Marche, mais aussi cancérologue. Mardi 15 février, vous allez présenter dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne un plan Battre le cancer devant le Parlement européen. Alors qu'est-ce que ce plan va changer pour la France? On a compris qu'il y avait toute une mise à niveau pour beaucoup de pays européens qui étaient en retard, mais pour les Français? Ce plan, il parle de prévention, parce que le meilleur moyen de lutter contre le cancer, c'est de ne pas l'avoir. Et 4 cancers sur 10 pourraient être évitables si on met en œuvre des politiques de prévention d'envergure qui nécessitent le niveau européen. Et puis le deuxième enjeu, c'est la recherche. Les chercheurs travaillent déjà de manière internationale entre eux. On a besoin de les aider, on a besoin de les unir, on a besoin de faire en sorte qu'ils ne travaillent pas individuellement sur leur sujet, mais qu'ils se mettent en commun leurs moyens avec des financements publics et des financements privés en partenariat. Alors sur ce sujet, vous souhaitez sortir de la logique des champions industriels nationaux. On sait qu'en France, on en a quand même un certain nombre. Pour vous, ce n'est pas la bonne échelle. Il faut viser au niveau européen et donc des grands groupes industriels européens. Il faut qu'on retrouve notre souveraineté européenne. On a une force de frappe qui est effectivement dispersée sur les grands pays de l'Union européenne. Il faut mettre cette force de frappe en marche pour pouvoir monter le niveau de la recherche et être compétitif vis-à-vis des États-Unis, par exemple. Et puis l'autre enjeu... C'est un peu une leçon d'un échec de la recherche médicale française pendant le Covid? C'est indiscutablement une marge de manœuvre d'amélioration très importante qu'on a. On a perdu une capacité d'innovation et on a aussi perdu une capacité de production des médicaments puisqu'on a délocalisé 80% de la production des substances actives en Inde et en Chine. Si on retrouve la capacité à innover et à développer la recherche sur le territoire européen, il faudra que ça soit assorti d'une restauration de la production des médicaments sur le territoire européen. Mais on ne pourrait pas simplement renforcer les champions nationaux? Ils sont plus capables de lutter, ils l'étaient, ils étaient les leaders mondiaux il y a quelques années. Les champions nationaux, s'ils ne sont que nationaux, ils ne sont pas en mesure d'être compétitifs vis-à-vis de la Big Pharma, qui, elle, est absolument multinationale. Donc on a besoin de la masse critique européenne pour être en mesure de développer les nouveaux médicaments innovants du cancer. Alors c'est un plan européen de 4 milliards d'euros, axé surtout sur des financements qui iront surtout à la prévention. Dans ce domaine, la France a beaucoup de progrès à faire? La France a des progrès à faire en matière de prévention en général, de prévention des cancers aux particuliers. Je prends un exemple. Il y a un cancer lié à un virus, le virus papillomavirus, qui donne des cancers de l'utérus et des cancers de la bouche et de la gorge. Il est sexuellement transmissible, il est lié à un virus et on a un vaccin. Ce vaccin est proposé aux jeunes filles et de plus en plus aux jeunes garçons pour pouvoir à terme éradiquer la maladie. 18% de taux de vaccination en France, 90% dans les pays d'Europe du Nord. On a une marge de progression qui est vraiment très très importante. Parmi les ambitions de ce plan, il y a notamment l'idée d'une génération sans tabac en 2040, avec quelques chiffres qui sont donnés. C'est 27% des cancers, le tabac, 1,3 million de décès par an, donc légèrement beaucoup plus que le Covid, un coût de 100 milliards d'euros, donc on comprend qu'on en fasse une priorité. Mais 2040, c'est en retrait par rapport aux ambitions françaises. Emmanuel Macron a parlé d'une génération sans tabac, c'est-à-dire une génération où il y ait moins de 5% de fumeurs d'ici 2030 en France. Parfait si on y arrive avant 2040. Les pays de l'Union européenne ne sont pas tous au même niveau d'influence pour lutter contre le tabagisme. L'objectif commun, c'est 2040. Encore une fois, tant mieux si on y arrive avant. C'est basé sur l'harmonisation des taxes, c'est basé sur la meilleure information aux consommateurs et c'est basé sur, ce qui n'est pas le cas dans certains pays, la prohibition maximum de la publicité sur les produits du tabac. On a l'impression que les mesures qui sont proposées sont tout de même assez en retrait. D'ailleurs que la France, ça fait une pause dans sa politique anti-tabac. On a eu une augmentation assez offensive des prix du paquet de cigarettes en début de mandat d'Emmanuel Macron. Mais là, on a un sentiment qu'il ne faut plus emmerder les Français, pour reprendre une expression présidentielle, avec ce sujet.
Est-ce qu'il y a une peur de s'attaquer vraiment au tabac désormais? Je ne pense pas, il ne s'agit pas de les emmerder, là, il s'agit vraiment de les protéger. Il s'agit en tout cas de leur donner le niveau d'information nécessaire. Il s'agit aussi de lutter contre les inégalités, ce qui est d'ailleurs le fil conducteur de ce plan, parce qu'on sait bien que les politiques de lutte contre le tabac jusqu'ici, elles ont surtout amené les plus favorisés d'entre nous à s'arrêter de fumer. Et c'est invariablement des classes plus éloignées, plus en difficulté de la population qui continuent à fumer. Mais est-ce qu'il ne faut pas continuer de jouer sur le prix? Il y avait une logique d'augmenter de 1 euro chaque année le prix du paquet de cigarettes. Ça, c'est arrêté pour l'instant. Donc la France, on est autour de dizaines d'euros, mais en Australie, ils sont déjà à 31 euros. Le prix, c'est sûr. Le paquet neutre. J'insisterai aussi beaucoup sur l'éducation. Est-ce qu'il faut reprendre cette augmentation du prix du paquet de cigarettes d'1 euro par an? Il faut probablement la poursuivre, oui. Faire en sorte que les taxes ne soient pas trop disparates d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Sinon, on aura du marché transfrontalier, voire du marché illicite. Donc ça peut aussi être un risque. J'insiste aussi sur la nécessité d'informer, de mobiliser, d'éduquer les jeunes. C'est par eux que ça passe. Et je suis sûre que la jeune génération est à même de comprendre. Le professeur Dotzenberg de l'Alliance anti-tabac demande qu'on passe à 15 euros en 5 ans. Ça, c'est un objectif que vous pourriez reprendre? C'est un objectif qu'on peut reprendre, ça n'est pas le seul. Il y a des pays de l'Union européenne où les taxes sur le tabac sont faibles et où le tabagisme est plus faible qu'en France. Donc c'est un moyen, mais ça n'est pas le seul. Autre sujet de débat avant l'adoption du plan, c'est la question du vin. Vos collègues de l'Assemblée nationale du groupe d'études Vignes-Vins vous ont écrit pour s'inquiéter de ce plan anti-cancer. Ils s'inquiètent notamment du fait que vous dénonciez, que vous exprimiez dans le plan qu'il n'y ait pas de consommation sans risque d'alcool. Et ils s'inquiètent que dès lors qu'on a défini l'alcool comme étant nocif, que ça puisse avoir des impacts sur la politique agricole, notamment avec la fin peut-être des subventions pour les vignes. Alors je vous reprends, vous avez dit il y a le problème du vin. Non, il y a le problème de l'alcool. Et l'alcool, ça n'est pas que le vin. Au niveau de l'Union européenne, l'alcool, c'est aussi la bière, c'est aussi la vodka. Je ferme cette parenthèse pour dire que j'ai entendu parler d'une lettre qu'on m'aurait envoyée. Il se trouve qu'à l'heure aujourd'hui, je ne l'ai pas reçue. Peut-être Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est députée macroniste du même camp que vous. J'ai bien vu son appel, mais je tiens à dire qu'officiellement, je n'ai absolument pas reçu cette lettre. Peut-être qu'elle a été envoyée au Parlement de Strasbourg. Il y a plusieurs lieux pour les parlementaires. Je la recevrai très vraisemblablement. Nous disons que la science, et la science, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. La science dit que l'alcool est une substance sans seuil. Ça, ce sont des données scientifiques. C'est un numéro du Lancet Journal de juillet, c'est l'OMS, c'est l'INSERM. Ça ne veut pas dire que nous prônons la non-consommation d'alcool. Ça veut dire que l'information loyale aux citoyens... Sans seuil, ça signifie qu'il n'y a pas de niveau sans risque. Il n'y a pas de niveau zéro à l'échelle d'une population. Individuellement, il faut que le consommateur et l'usager soient informés, c'est ce que nous demandons. Et à l'échelle d'une population, nous ne sommes pas pour la prohibition de l'alcool, nous ne sommes pas sur des visions hygiénistes et radicales, nous prenons la réduction de la consommation d'alcool parce que c'est ça qui réduit le risque avec une protection maximale des mineurs et de la consommation excessive. Pour que ce soit clair, vous défendez une génération sans tabac, mais pas une génération sans alcool. Absolument pas une génération sans alcool. Ce serait irréaliste et probablement pas forcément même une bonne idée. Et vous ne faites pas de différence entre les alcools, notamment entre le vin et les alcools forts? Non, je comprends bien que les pays sont variablement concernés en fonction de leur production, mais l'alcool, c'est l'alcool. Dernier sujet, la question des pesticides. Emmanuel Macron avait promis une initiative forte pendant la présidence européenne pour une sortie accélérée des pesticides. Est-ce qu'en la matière, on ne pourrait pas commencer simplement par appliquer les plans anti-pesticides adoptés en France depuis le Grenelle de 2007? Je crois qu'il y en a eu une dizaine, ils ont tous échoué, comme l'interdiction d'ailleurs des glyphosates qui avait été promise par Emmanuel Macron et sur laquelle il est revenu. Alors, on se rend compte, et peut-être qu'on aurait pu le réaliser avant, qu'interdire un produit toxique à l'échelle d'un seul pays de l'Union européenne, c'est voué à l'échec. Parce que nous sommes dans une zone de libre-échange et que nous avons des produits qui circulent
d'un pays de l'espace Schengen à l'autre. La seule Le président dimension... français aurait pu l'interdire sur le territoire français, ce n'était pas un souci. Il aurait pu l'interdire sur le territoire Comme il s'était français, engagé à le faire d'ailleurs. mais on aurait continué à importer des produits qui auraient pu contenir ces pesticides. Et à partir de ce moment-là, on met les agriculteurs français dans une position de concurrence déloyale qui est absolument nocive pour l'agriculture française. Il a bien fait de pas tenir sa promesse. On a bien fait de passer à l'échelle européenne, à laquelle je pense qu'on fera tout pour que la promesse soit tenue. Et puis l'étape d'après, ça sera la souveraineté européenne vis-à-vis du libre-échange avec les pays hors de l'Union. Parce qu'on peut recommencer le raisonnement si on se met à importer des pays hors de l'Union qui contiennent ces produits toxiques, à nouveau on se mettra dans une situation de concurrence déloyale. C'est pour ça qu'on a refusé de signer l'accord sur le Mercosur et c'est pour ça qu'on prône vraiment des clauses miroirs, c'est-à-dire des règles identiques d'un pays à l'autre de l'Union et entre l'Union européenne et ses partenaires dans les traités de libre-échange. Et un dernier mot, aujourd'hui Emmanuel Macron rencontre le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que l'Europe doit s'inquiéter d'une entrée en guerre sérieusement avec la Russie ? Elle s'en inquiète bien sûr, et Emmanuel Macron ne va pas rencontrer le président Poutine en tant que président de la République française. Il y va en tant que président du Conseil de l'Union européenne, qu'il est pour 6 mois, et il va porter la voix de l'Union européenne pour expliquer à quel point la désescalade est nécessaire. La menace de l'Ukraine, c'est la menace d'un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a des frontières directes avec des pays de l'Europe de l'Est qui, eux, sont dans l'Union européenne. Donc on a vraiment un rôle à jouer, un rôle de grande puissance européenne, un rôle de stratège géopolitique, au même titre que la Russie ou la Chine d'ailleurs. Dernière question, on sait que la présidence française de l'Europe, c'est tous les 13 ans. Est-ce que c'est pas dommage d'avoir accepté qu'elle ait lieu cette année, ces 6 premiers mois, en pleine campagne présidentielle? Est-ce que ça risque pas d'amputer un peu les ambitions françaises? Moi, je crois que ça les dope, les ambitions françaises. C'est une opportunité extraordinaire pour la France de montrer à l'Union européenne ce qu'elle peut attendre de la France et inversement, de montrer aux Français ce qu'ils peuvent attendre de l'Union européenne. Nos concitoyens ont besoin de savoir à quel point c'est important d'appartenir à cet ensemble géostratégique qui les protège et qui les défend. Véronique Triet-Lenoir, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.